Ma mère m'a dit, j'ai déjà programmé tes tests de donneur. C'est ton devoir envers ton frère. J'ai répondu, est-ce qu'il t'est déjà venu à l'esprit de me demander d'abord? Quand elle a dit qu'il n'y avait rien à demander, j'ai déménagé à l'autre bout du pays. Moi, un homme de 28 ans, j'ai grandi en tant que l'aîné de 2 fils dans ce que je ne peux décrire que comme la dynamique familiale la plus déséquilibrée que vous puissiez imaginer. Mon jeune frère, Bryce, 25 ans, a été l'enfant chéri depuis le jour de sa naissance. Je n'exagère pas en disant que toute mon enfance a ressemblé à celle d'un simple figurant dans le « Bryce Show », où chaque épisode mettait en scène mes parents s'extasiant devant leur précieux bébé miracle pendant que je me tenais dans un coin, tenant une perche de micro que personne ne m'avait demandé de tenir. Laissez-moi vous dépeindre à quoi ressemblait la vie dans notre maison. Quand j'avais 8 ans et Bryce 5, j'ai remporté la première place au concours régional d'orthographe. J'étais si excité de le dire à mes parents. J'ai couru à la maison avec mon petit trophée, j'ai fait irruption par la porte d'entrée et j'ai trouvé ma mère au téléphone avec ma grand-mère, s'enthousiasmant sur le fait que Bryce avait appris à faire ses lacets ce jour-là, à 17 h. Quand j'ai essayé de lui montrer mon trophée, elle m'a fait un signe de la main et a articulé « c'est bien », avant de retourner à sa conversation sur l'exploit monumental de motricité de base de Bryce. Cela a à peu près donné le ton pour les 2 décennies suivantes. Bryce est né avec une maladie rénale congénitale qui a nécessité une surveillance tout au long de son enfance. Je comprends, c'est stressant pour n'importe quel parent. Mais à un moment donné, la surveillance d'un problème médical s'est transformée en un traitement de Bryce comme s'il était en vert, tout en ignorant complètement l'autre enfant. Chaque vacances en famille était planifiée en fonction de ce que Bryce pouvait supporter. Chaque fête tournait autour du confort de Bryce. Chaque conversation au dîner revenait d'une manière ou d'une autre au dernier rendez-vous médical de Bryce, au régime spécial de Bryce, aux besoins de repos supplémentaires de Bryce. Pendant ce temps, j'obtenais d'excellentes notes, j'intégrais l'équipe de basket du lycée en 2e année, et j'étais globalement le genre de gamin dont n'importe quel parent normal serait fier. Ma récompense? Bon travail, peu enthousiaste, puis on retournait directement à la discussion pour savoir si les derniers résultats sanguins de Bryce montraient une amélioration. Le 2 poids, 2 mesures dans notre maison était si flagrant qu'il rendrait un producteur de télé-réalité jaloux. Quand j'avais 12 ans, je voulais rejoindre l'orchestre de l'école. Mes parents m'ont dit que c'était trop cher à cause des frais médicaux de Bryce. 3 mois plus tard, Bryce a mentionné qu'il trouvait les jeux vidéo calls, et mon père est rentré à la maison avec une console de jeux toute neuve et 5 jeux. Coûtant probablement 3 fois ce qu'une clarinette d'occasion leur aurait coûté, mais bien sûr, nous devions surveiller nos dépenses. Quand j'ai eu 13 ans, j'ai demandé si je pouvais aller en colonie de vacances avec mon ami Derek. 2 semaines dans les montagnes à apprendre le tir à l'arc et le canoë. J'attendais ça avec impatience depuis des mois. Mes parents ont dit, non, trop cher, trop loin. Et si quelque chose arrivait à Bryce et qu'il devait se concentrer sur lui? Derek y est allé sans moi. Il est revenu avec des histoires de feux de camp, de tyroliennes et de son premier baiser avec une fille d'un autre chalet. J'ai passé cet été-là à tondre les pelouses de notre quartier pour de l'argent de poche pendant que Bryce jouait à ses nouveaux jeux vidéo dans l'air conditionné. Quand j'avais 14 ans, j'étais au tableau d'honneur chaque trimestre. Mon école organisait une cérémonie pour les élèves du tableau d'honneur à la fin de l'année. Les parents étaient invités. Les miens ne sont pas venus. Ils avaient un conflit d'horaire, qui s'est avéré être d'emmener Bryce au cinéma. Je me tenais sur cette estrade avec tous les autres élèves méritants pendant que leurs parents prenaient des photos et applaudissaient. Personne n'était là pour moi. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai demandé des leçons de conduite. Ma mère a dit qu'il n'avait pas le temps avec tous les rendez-vous de Bryce. J'ai fini par apprendre à conduire avec le père de Derek, qui avait pitié de moi et m'a appris le week-end. Mes parents ne l'ont jamais remarqué, ne l'ont jamais remercié, mais ils ont trouvé tout le temps nécessaire pour apprendre à Bryce quand son tour est venu. Papa a passé des semaines avec lui, patient et encourageant. Maman a fait tout un album photo de Bryce obtenant son permis d'apprenti, puis son permis de conduire. Ils lui ont organisé une petite fête pour célébrer. Je n'ai rien eu pour le mien, même pas une carte. Quand j'avais 16 ans, j'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient venir à mon match de championnat de basket. C'était un grand événement. Nous jouions contre notre école rivale et j'étais le meneur de jeu titulaire. Mon père a dit qu'ils essaieraient de venir, mais Bryce avait un rendez-vous de suivi cet après-midi-là, et il ne voulait pas le presser. Le rendez-vous était un contrôle de routine, pas une urgence, pas une procédure,
une conversation de 15 minutes avec un médecin qu'il voyait depuis des années. Ils ne sont pas venus à mon match. Nous avons gagné. J'ai marqué 18 points. J'ai appris plus tard qu'après le rendez-vous de Bryce, il l'avait emmené manger une glace parce qu'il avait été très courageux pour sa prise de sang. Le gamin a eu une glace pour une prise de sang. Je n'ai rien eu pour avoir mené mon équipe à une victoire de championnat. Je suis rentré dans une maison vide et j'ai trouvé un reste de gratin dans le frigo avec un post-it qui disait « Chauffer 3 minutes ». En terminale, j'ai postulé aux universités tout seul. J'ai rempli chaque dossier, écrit chaque dissertation, recherché chaque opportunité de bourse. Mes parents n'ont pas aidé, n'ont pas demandé, n'ont pas semblé se soucier de l'endroit où je finirais. Quand j'ai été accepté dans mon premier choix avec une bourse partielle, je leur ai annoncé au dîner. Ma mère a dit « C'est merveilleux, chérie », sans lever les yeux de l'assiette où elle coupait le steak de Bryce en petits morceaux parce qu'il ne se sentait pas bien. Il avait 17 ans. Elle lui coupait son steak. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, j'avais appris à n'attendre absolument rien de mes parents. Bryce a eu une énorme fête de remise de diplôme quand son tour est venu, avec un traiteur, un DJ et une cinquantaine de personnes. La famille est venue de 3 États différents. Il y avait des bannières, des ballons et un diaporama de sa vie. Pour moi, une carte avec $100 dedans et un « Nous sommes fiers de toi » qui sonnait aussi authentique qu'un billet de $3. Nous avons dîné dans un restaurant de chaîne, juste nous 4. Et mes parents ont passé la majeure partie du repas à parler des futurs projets universitaires de Bryce. Je me suis payé mes études universitaires avec des bourses et des jobs à temps partiel pendant que mes parents payaient l'intégralité des frais de scolarité de Bryce dans une université privée parce qu'il avait besoin d'un soutien supplémentaire. Je travaillais 25 heures par semaine dans un laboratoire informatique du campus en plus d'un programme de cours complet. J'ai mangé des ramens plus de soirs que je ne voudrais m'en souvenir. J'ai donné des cours particuliers à d'autres étudiants pour de l'argent supplémentaire. Je vendais mon plasma 2 fois par mois parce que la clinique près du campus payait $50 à chaque fois. Pendant ce temps, Bryce vivait dans une belle résidence universitaire, avait un plan repas entièrement payé et recevait un nouvel ordinateur portable chaque année. J'ai obtenu mon diplôme avec la mention très bien et les félicitations du jury en génie logiciel. Bryce a obtenu son diplôme avec une moyenne de 2.3 GPA en communication après avoir mis 5 ans à finir, car il avait changé de spécialité 2 fois et raté quelques cours en cours de route. Et devinez qui a eu la plus grande célébration? Bryce a eu des vacances d'1 semaine à Cancun comme cadeau de remise de diplôme. Tous frais payés. J'ai reçu un texto qui disait « Félicitations. Je savais que tu pouvais le faire. » Pas de fête, pas de voyage, pas de dîner. Un texto. Mais voilà le truc. Malgré tout, je n'en ai jamais vraiment voulu à Bryce personnellement. Il n'a pas demandé à naître avec une maladie rénale. Il n'a pas demandé à nos parents de le traiter comme une divinité tout en me traitant comme un meuble. C'était de leur faute. Bryce et moi n'étions pas proches, mais nous n'étions pas ennemis non plus. Nous existions simplement en parallèle, lui sous les projecteurs et moi dans l'ombre. Après l'université, j'ai déménagé à Seattle et j'ai commencé à construire ma carrière de développeur de logiciels. J'étais bon, vraiment bon. Toutes ces années à être négligé m'avaient donné une soif de revanche de la taille du Montana. Et j'ai canalisé toute cette énergie dans mon travail. Je restais tard. J'acceptais des projets supplémentaires. J'apprenais de nouveaux langages de programmation sur mon temps libre. Je me suis rendu indispensable. En 5 ans, j'avais gravi les échelons jusqu'à un poste de senior dans une grande entreprise de technologie. J'ai acheté mon propre appartement avec vue sur l'eau. J'avais une voiture fiable que j'avais payée moi-même. J'avais des économies à la banque et des investissements qui fructifiaient. J'ai construit une vie qui n'avait absolument rien à voir avec ma famille, et ça faisait du bien. Je gardais un contact minimal avec mes parents, un appel pour les fêtes, si j'en avais envie, durant généralement environ 10 minutes avant que la conversation ne tourne autour de Bryce. Une visite une fois par an peut-être, où je m'asseyais dans ma maison d'enfance en me sentant comme un invité qui s'était attardé trop longtemps. Il ne semblait jamais remarquer ni se soucier de la distance. Il ne demandait jamais de nouvelles de mon travail, de ma vie, de mes amis. Ils ne sont jamais venus à Seattle, n'ont jamais vu mon appartement, n'ont jamais rencontré aucune des personnes avec qui je sortais. Tout a changé il y a environ 2 ans quand j'ai reçu un appel de ma mère. La maladie rénale de Bryce avait finalement progressé au point où il avait besoin d'une greffe.
Son rein restant était défaillant et la dialyse n'était qu'une solution temporaire. Le médecin a dit qu'il avait besoin d'un donneur vivant pour le meilleur résultat, et les membres de la famille étaient les plus susceptibles d'être des donneurs compatibles. Maintenant, je veux être clair sur quelque chose. Si mes parents m'avaient appelé et demandé, vraiment demandé, si je serais prêt à me faire tester pour voir si j'étais compatible, j'aurais probablement dit oui. Malgré tout, malgré les années de négligence et de favoritisme, je ne suis pas un monstre. Bryce est toujours mon frère. Si je pouvais aider à lui sauver la vie, j'y réfléchirais au moins. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de cela, ma mère m'a appelé en panique, non pas pour me demander si je me ferais tester, mais pour m'informer que j'étais déjà programmé pour des tests dans un centre de transplantation près de chez eux. Elle leur avait donné mes informations, rempli des formulaires préliminaires en mon nom, et fixé un rendez-vous pour la semaine suivante. Elle avait utilisé mon ancienne adresse, mon numéro de sécurité sociale qu'elle avait apparemment encore de l'époque où elle s'occupait de mes impôts quand j'étais adolescent, et avait signé des documents prétendant représenter mes intérêts. Elle parlait comme si c'était déjà décidé, comme si ma participation n'était qu'une formalité. Je savais que tu voudrais aider ton frère, a-t-elle dit, comme si elle me rendait service. La famille prend soin de la famille. C'est ton devoir en tant que son frère. Je me suis occupé de tout pour que tu n'aies pas à te soucier des détails. Je suis resté assis là, dans un silence stupéfait, pendant bien 30 secondes. Mon devoir. Elle m'avait inscrit à des tests médicaux invasifs et potentiellement à une intervention chirurgicale majeure sans même me demander d'abord, sans même un « et » serais-tu prêt à envisager ça? Quand j'ai finalement retrouvé ma voix, je lui ai demandé d'expliquer exactement ce qu'elle avait fait. Elle est immédiatement devenue sur la défensive. J'ai juste fait avancer les choses pour ne pas perdre de temps. Bryce n'a pas le temps d'attendre que tu y réfléchisses. Il a besoin d'un rein maintenant et tu es sa meilleure chance. Est-ce qu'il t'est venu à l'esprit de me demander d'abord? J'ai dit. Pourquoi aurais-je besoin de demander? Tu es son frère. Bien sûr que tu vas l'aider. C'est ce que fait une famille. Cette phrase m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont mes parents me voyaient, non pas comme une personne avec ma propre vie, ma propre autonomie, mon propre droit de prendre des décisions concernant mon propre corps. J'étais juste une ressource, une réserve de pièces détachées dans laquelle il pouvait puiser chaque fois que Bryce avait besoin de quelque chose. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Elle s'est immédiatement mise en colère. Elle a dit qu'il n'y avait rien à penser. Que j'étais égoïste. Que Bryce pourrait mourir si je ne le faisais pas. Elle a pleuré en disant qu'elle ne pouvait pas perdre son petit garçon. Elle a crié que j'étais ingrat. Elle m'a dit que je lui brisais le cœur rien qu'en hésitant. J'ai raccroché. Au cours des jours suivants, mon téléphone a explosé. Maman appelant à plusieurs reprises, laissant des messages vocaux de plus en plus frénétiques. Papa appelant avec sa voix de « soyons raisonnables », qui signifiait en réalité « fais ce que ta mère veut ». Il a essayé de présenter cela comme un malentendu. Ta mère essayait juste d'aider, a-t-il dit. Elle a paniqué. Tu sais comment elle est quand il s'agit de Bryce. Elle m'a inscrit pour une opération sans me demander mon avis, ai-je répondu. Ce n'est pas de la panique. C'est de l'arrogance. Il s'est tu après ça. Même Bryce a appelé. À son crédit, il semblait mal à l'aise. Écoute, je ne leur ai pas demandé de faire ça, a-t-il dit. J'ai appris pour le rendez-vous en même temps que toi. Ils m'ont juste dit que c'était réglé. Je ne savais pas qu'ils ne t'en avaient pas parlé d'abord. J'ai dit à Bryce que j'y réfléchirais. Puis je me suis assis et j'ai vraiment réfléchi à toute ma vie. J'ai pris une décision cette nuit-là qui a tout changé. Le lendemain matin, j'ai appelé mon patron et j'ai demandé un transfert à notre bureau d'Austin. Nous étions en pleine expansion là-bas et ils cherchaient des développeurs seniors. Il y avait un poste vacant et ils étaient heureux de me voir déménager. J'ai donné mon préavis de 2 semaines à Seattle et j'ai commencé à organiser mon déménagement. Je n'en ai pas parlé à mes parents. Je n'en ai parlé à personne dans ma famille. J'ai simplement emballé mon appartement en silence, vendu ce que je ne pouvais pas emporter, organisé le déménagement, et je me suis préparé à disparaître. Avant de partir, j'ai fait une dernière chose. J'ai entamé la procédure pour changer légalement de nom, j'ai déposé les papiers, payé les frais, et je suis officiellement devenu quelqu'un de nouveau. Je ne partagerai pas mon nouveau nom ici pour des raisons évidentes,
mais c'était comme me défaire d'une vieille peau que j'avais portée pendant 28 ans. Le jour où j'ai quitté Seattle, j'ai envoyé un seul texto à mes parents. Je ne viendrai pas au rendez-vous. Je ne me ferai pas tester. Je ne donnerai rien. Ne me contactez plus. Puis j'ai bloqué leur numéro, bloqué leurs emails, bloqué sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. J'avais disparu. Les premières semaines à Austin étaient surréalistes. Je m'attendais à ce que quelqu'un se présente à ma porte, mais il ne pouvait pas me trouver. Mon nouvel appartement était à mon nouveau nom, mes factures, mon téléphone, mes comptes en banque. Tout était déconnecté de mon ancienne identité. Pour ma famille, je m'étais évanoui dans la nature. J'ai appris plus tard par ma cousine ce qui s'est passé quand mes parents ont réalisé que j'étais sérieux. Ma mère s'est présentée à mon appartement de Seattle pour le trouver vide. Le portier lui a dit que j'avais déménagé des semaines auparavant sans laisser d'adresse. Elle est restée dans le parking en pleurant pendant que mon père appelait la police pour me déclarer disparu. Les flics leur ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. J'étais un adulte qui leur avait explicitement dit de ne pas me contacter. Je n'étais pas porté disparu. J'avais choisi de partir. Ma mère n'a pas accepté cela. Elle a appelé le poste de police 3 fois de plus. Elle s'est présentée en personne et a fait une scène jusqu'à ce qu'ils menacent de la faire sortir. Elle a déposé un avis de recherche qui a été rejeté parce que je ne correspondais pas aux critères. Elle a appelé les hôpitaux pour demander si quelqu'un correspondant à ma description avait été admis. Elle a même appelé la morgue, convaincue que j'avais dû mourir parce que son précieux fils aîné n'abandonnerait jamais sa famille volontairement. Quand tout cela a échoué, elle a commencé à appeler tous ceux que j'avais connus. Derek a reçu un appel d'elle à 23h un mardi, lui demandant s'il savait où j'étais. Il lui a dit non et a raccroché. Elle l'a rappelé 3 fois de plus cette semaine-là. Mon colocataire d'université a reçu un appel à son bureau au milieu d'une réunion. Il a dû expliquer à son patron pourquoi une femme étrange appelait son numéro professionnel en pleurant à propos de son fils disparu. Une fille avec qui j'étais sorti brièvement il y a 5 ans a reçu un message Facebook de ma mère demandant des informations sur mes allées et venues. Mon entraîneur de basket du lycée a reçu une lettre par la poste lui demandant de l'aider à me localiser. Aucun d'entre eux ne savait rien, et même s'ils avaient su, ils ne le lui auraient pas dit. La plupart d'entre eux ne connaissaient même pas les noms de mes parents parce que j'avais arrêté de parler de ma famille des années auparavant. Mes parents ont même conduit jusqu'à Seattle 14 heures de route dans chaque sens et ont surveillé mon ancien immeuble de bureau pendant 3 jours d'affilée. Ils sont restés dans leur voiture sur le parking de 7h à 19h, regardant les gens aller et venir, espérant m'apercevoir en train d'arriver ou de partir. Quand cela n'a pas fonctionné, ils ont commencé à aborder des employés au hasard se dirigeant vers leur voiture, leur montrant des photos de moi sur leur téléphone, demandant si quelqu'un me reconnaissait. Une femme a été tellement effrayée qu'elle a appelé la sécurité. Les RH ont finalement envoyé une lettre de mise en demeure menaçant de poursuites judiciaires s'ils ne quittaient pas les lieux immédiatement. Mon père a essayé une approche différente. Il a appelé le standard de l'entreprise en se faisant passer pour un client potentiel. La réceptionniste a dit que personne de ce nom ne travaillait là. Il a rappelé plusieurs fois avec des histoires différentes. Finalement, ils ont tracé les appels et ont également ajouté son numéro à la liste noire. Pendant ce temps, je construisais une nouvelle vie à Austin. La ville me convenait. J'aimais la chaleur, l'étalement urbain, la façon dont les gens s'occupaient de leurs propres affaires. J'ai trouvé un complexe d'appartements où personne ne posait de questions, et le type de la maintenance me faisait juste un signe de tête dans l'ascenseur. Je me suis fait de nouveaux amis au travail, des gens qui ne me connaissaient que comme la personne que j'avais choisi de devenir. Personne ne me posait de questions sur ma famille. Personne ne s'attendait à ce que je rentre pour les fêtes. Personne ne se demandait pourquoi je ne mentionnais jamais de parents ou de fratrie. J'ai eu une promotion en 6 mois, dirigeant une petite équipe travaillant sur une nouvelle gamme de produits. Mon patron m'a pris à part après le lancement réussi du projet et m'a dit que j'étais en bonne voie pour un poste de directeur si je continuais comme ça. J'ai commencé à maximiser mes contributions à mon plan d'épargne retraite. J'ai constitué un fonds d'urgence avec 18 mois de dépenses. J'ai acheté des meubles que j'avais réellement choisis moi-même au lieu de prendre des occasions. J'ai peint les murs de ma chambre d'une couleur que j'aimais. Je me suis inscrit à une salle d'escalade près de mon appartement parce que je voulais essayer quelque chose de nouveau. C'est là que j'ai rencontré Jenna. Elle assurait un ami quand je suis entré pour ma première leçon. Nous avons commencé à parler. Elle était infirmière dans l'un des grands hôpitaux du centre-ville.
Elle avait un rire qui me donnait envie de raconter des blagues juste pour l'entendre à nouveau. Nous avons pris un café après la fin de ma leçon, puis dîné 2 jours plus tard. Puis nous sortions ensemble. Après quelques mois ensemble, j'ai raconté toute l'histoire à Jenna. Nous étions assis sur mon canapé, des boîtes de plats à emporter sur la table basse, un film jouant en arrière-plan que ni l'un ni l'autre ne regardait. Je lui ai parlé du favoritisme, de la négligence, du trophée du concours d'orthographe dont personne ne se souciait, du match de championnat auquel personne n'a assisté. Je lui ai parlé de ma mère qui m'avait inscrit pour une opération sans me le demander. Je lui ai parlé du changement de nom, du déménagement, du blocage de tout contact. Elle a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, « Ton corps est ton corps. Personne n'a le droit de le proposer à ta place. Pas même la famille. Surtout pas une famille qui ne t'a jamais traité comme un membre de la famille en premier lieu. » J'ai su à ce moment-là que j'allais épouser cette femme. Environ 1 an après mon déménagement, ma cousine m'a contacté avec des nouvelles. L'état de Bryce s'était aggravé. Il était maintenant sous dialyse à plein temps, se rendant dans un centre 3 fois par semaine pour des séances de 4 heures. L'attente pour un rein de cadavre pouvait durer des années. Mes parents me cherchaient toujours désespérément, convaincus que s'ils pouvaient juste me trouver, ils pourraient tout arranger. Il y a 6 mois, ma cousine a de nouveau appelé. « Tes parents ont engagé une société de recherche », a-t-elle dit. Une entreprise spécialisée dans la recherche de personnes qui ne veulent pas être trouvées. Ils sont désespérés. Combien ont-ils payé, j'ai demandé, morbidement curieux. J'ai entendu ta mère mentionner $5 000 d'avance. $5 000 pour retrouver un fils qu'ils avaient ignoré pendant 3 décennies. $5 000 qu'ils n'avaient jamais dépensé pour une seule fête d'anniversaire pour moi. $5 000 qu'ils ne pouvaient pas se permettre pour une colonie de vacances ou des leçons de conduite ou une célébration de diplôme, mais qu'ils pouvaient trouver très rapidement quand ils avaient besoin de quelque chose de ma part. J'ai remercié ma cousine et je suis passé en état d'alerte maximale. J'ai verrouillé mes réseaux sociaux, rendu tous mes profils entièrement privés, changé mes photos de profil pour quelque chose d'inconnaissable, supprimé toutes les données de localisation. J'ai passé un week-end entier à parcourir tous les sites de recherche de personnes que je pouvais trouver, me désinscrivant de chacun, envoyant des demandes de suppression, relançant quand ils ne se conformaient pas. Je me suis assuré que mon adresse n'était connectée à mon nouveau nom dans aucun registre public. J'ai parlé à mon propriétaire pour qu'il ne confirme ma résidence à personne qui appellerait pour demander. J'ai même varié ma routine, prenant des itinéraires différents pour aller au travail, faisant mes courses dans des supermarchés différents à des jours différents. Quelques semaines plus tard, le service de recherche a apparemment atteint une impasse. Ma cousine a dit que mes parents étaient furieux. Ils ont exigé un remboursement. L'entreprise leur a dit qu'ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, mais que j'avais trop bien brouillé les pistes. Ma mère leur aurait crié au téléphone qu'ils étaient des escrocs incompétents. L'entreprise a envoyé un email poli expliquant que certaines personnes ne voulaient tout simplement pas être trouvées, et qu'il n'y avait rien d'illégal à cela. Puis est venue la lettre. Elle est arrivée à mon bureau, envoyée à l'adresse générale de mon entreprise avec juste mon prénom et une vague description physique. Le gars de la salle du courrier me l'a apporté, l'air confus. « C'est pour toi ?» Une dame l'a envoyé sans adresse précise. Juste ton prénom et est grand, cheveux bruns, travaille dans la tech. Je l'ai ouverte, sachant exactement de qui elle venait. 6 pages manuscrites sur du papier crème fantaisie avec des petites fleurs dans les coins. Le genre de papier que quelqu'un utilise quand il essaie de paraître sincère. Elle parlait de combien je leur manquais, à quel point ils étaient inquiets, comment Bryce tombait de plus en plus malade chaque jour, et que chaque jour sans greffe le rapprochait de la fin. Elle parlait de quand j'étais bébé, comment elle me berçait pour m'endormir en fredonnant de vieilles chansons, comment j'étais un si bon bébé, ne pleurant presque jamais, toujours si facile. Elle n'a rien mentionné d'après la naissance de Bryce, rien de mon enfance réelle à laquelle elle avait assisté, juste des trucs de bébé d'avant qu'elle n'ait quelqu'un de mieux à qui prêter attention. Elle a inclus 3 photos de Bryce branchées à une machine de dialyse. Sur l'une d'elles, il regardait directement l'appareil photo avec une expression qui semblait posée. Au dos, elle avait écrit « Ton frère a besoin de toi » de son écriture bouclée. Une autre photo le montrait allongé dans un lit d'hôpital. Une autre le montrait dans un fauteuil roulant. Je me suis demandé si elle lui avait demandé de paraître particulièrement malade pour les photos, ou s'il s'était porté volontaire. Ce qu'elle n'a pas fait, c'est s'excuser.
Pas une seule fois en 6 pages elle n'a reconnu que ce qu'ils avaient fait était mal. Pas une seule fois elle n'a pris la responsabilité de m'avoir inscrit sans mon consentement. Le plus proche qu'elle s'en soit approchée était une phrase enfouie à la page 4, « Je suis désolé que tu te sois senti blessé par notre empressement à aider Bryce. » Manipulation classique. Pas, « Je suis désolé de t'avoir blessé », juste, « Je suis désolé que tu te sois senti blessé », faisant de ma réaction à leur action ma propre faute. J'ai déchiqueté la lettre et je l'ai jetée. Les choses ont dégénéré à partir de là. Ma mère a commencé à appeler mon bureau, ayant obtenu le numéro général d'un annuaire professionnel. La réceptionniste a d'abord été confuse car personne là-bas ne portait mon ancien nom. Elle m'a transféré l'appel, pensant que c'était peut-être un client. Ce n'était pas le cas. La voix de ma mère a traversé le haut-parleur, frénétique et en colère à la fois. « Je sais que tu travailles là », a-t-elle dit. « Je sais que tu m'écoutes. Tu dois arrêter ces bêtises et rentrer à la maison. Ton frère est en train de mourir. Comment peux-tu être si égoïste ?» J'ai raccroché sans dire un mot. Elle a rappelé immédiatement. La réceptionniste a de nouveau répondu et ma mère a commencé à lui crier dessus, exigeant d'être connectée à moi, menaçant de venir au bureau en personne s'il ne me la passait pas. La sécurité a dû intervenir. Les RH m'ont convoqué à une réunion pour comprendre ce qui se passait. J'ai expliqué la situation aussi brièvement que possible. Coercition médicale, violation des limites, éloignement familial. Ils ont été étonnamment compréhensifs. Quelqu'un au RH avait eu une situation similaire avec un parent toxique et savait exactement à quoi j'avais affaire. Ils ont mis un blocage sur les appels provenant des numéros de mes parents et ont signalé mon dossier pour qu'aucune information sur moi ne soit divulguée à quiconque se prétendant de ma famille. Puis est venue la campagne sur les réseaux sociaux. Ça a commencé petit. Une publication sur le Facebook personnel de ma mère sur à quel point elle s'inquiétait pour son fils disparu. Une histoire triste sur comment j'avais simplement disparu un jour sans explication. Aucune mention de la raison pour laquelle j'aurais pu partir. Aucune mention du rendez-vous médical non autorisé. Juste une mère au cœur brisé désespérée de retrouver son garçon. Ses amis ont répondu avec soutien et prière. Quelques-uns ont proposé de partager la publication pour faire passer le mot. Elle a accepté. Puis ça a pris de l'ampleur. Elle a commencé à publier dans des groupes communautaires. Des publications, « Avez-vous vu mon fils ?» avec de vieilles photos de moi, généralement celles où j'étais à côté de Bryce pour pouvoir montrer à quel point nous étions une famille proche. Elle a publié dans des groupes de personnes disparues, dans des groupes de sa ville natale, dans des groupes pour Seattle, dans des groupes pour des villes aléatoires à travers le pays, espérant que j'aurais pu y atterrir. Elle a écrit de longs textes sur le fait qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal. Comment elle m'avait donné tout ce qu'une mère pouvait donner. Comment elle s'était tant sacrifiée pour ces 2 garçons. Et maintenant, l'un d'eux était en train de mourir pendant que l'autre refusait d'aider. Elle s'est posée en victime. Elle a fait de moi le méchant. Elle a réécrit l'histoire en temps réel, créant un récit où j'étais le monstre ingrat qui avait abandonné une famille parfaite et aimante sans raison. Certains y ont cru. Les sections de commentaires se sont remplies de sympathie pour elle. Des gens m'ont traité de sans-cœur. De lâche. Des gens ont proposé de l'aider à me retrouver. Des étrangers se sont portés volontaires pour être des détectives amateurs afin de traquer un homme adulte qui avait clairement choisi de partir. Un type a dit qu'il travaillait dans l'informatique et pourrait probablement tracer mon empreinte numérique si elle lui donnait mes anciennes adresses e-mail. Elle les lui a données. Il a passé 2 semaines à essayer et a échoué. Mais beaucoup d'autres ont vu clair. Quelques personnes qui connaissaient notre famille ont commenté avec la vérité. Une femme qui était allée au lycée avec nous a posté un long commentaire sur la façon dont j'avais toujours été traité comme quantité négligeable. Elle a mentionné le match de basket auquel personne n'a assisté. Elle a mentionné m'avoir vu à la remise des diplômes, debout tout seul pendant que tout le monde avait sa famille autour de lui. Elle a dit qu'elle n'était pas surprise que je sois parti et que ma mère devrait se regarder dans le miroir si elle voulait comprendre pourquoi. Ma mère a supprimé ce commentaire en quelques minutes, mais quelqu'un avait déjà fait une capture d'écran et l'avait partagé dans un autre fil de discussion. Ma cousine est intervenue avec plus de détails, évitant soigneusement tout ce qui pourrait révéler ma position. Elle a confirmé que mes parents avaient essayé de m'inscrire pour une opération sans mon consentement. Elle a confirmé que c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase après des décennies de favoritisme. Ces commentaires ont également été supprimés, mais les captures d'écran ont continué à se propager.
Les gens ont commencé à remettre en question la version des événements de ma mère. Quelques commentateurs ont souligné que les adultes ne disparaissent pas sans raison, qu'elle devrait peut-être réfléchir à ce qu'elle a fait pour me faire fuir au lieu d'essayer de me traquer. Ma mère a répondu en publiant davantage, plus d'histoires tristes, plus de photos d'enfance, plus de mises à jour sur la santé déclinante de Bryce avec l'implication claire que je le tuais en ne me présentant pas pour donner. Elle a lancé un GoFundMe pour les frais médicaux de Bryce et a mentionné dans la description que son autre fils avait abandonné la famille pendant l'horreur la plus sombre. Il y a 3 mois, Bryce lui-même a réussi à me trouver. Je ne sais pas exactement comment il a fait. Peut-être qu'il a engagé quelqu'un de meilleur que le service que mes parents ont utilisé. Peut-être qu'il avait accès à des ressources différentes. Peut-être qu'il a juste eu de la chance ou a posé la bonne question à la bonne personne. Mais un soir, je suis rentré du travail et il était là, assis sur les marches en béton devant mon immeuble, l'air de pouvoir tomber si un coup de vent le frappait. Il avait l'air terrible, pâle d'une manière qui semblait presque grise, maigre, comme si son corps se consumait de l'intérieur. Ses vêtements pendaient sur lui comme s'ils appartenaient à quelqu'un de 2 tailles plus grand. Il y avait des cernes sombres sous ses yeux et une teinte jaunâtre sur sa peau qui témoignait de reins ne faisant pas leur travail. Il était clairement épuisé par des années de dialyse, par les rendez-vous médicaux constants, par l'attente et l'espoir et le fait de voir son corps lentement défaillir. Une partie de moi ressentait une sympathie sincère. C'était toujours mon frère, quoi qu'il se soit passé entre nous ou à cause de nous. Une autre partie de moi a senti le mur se dresser immédiatement, s'attendant à une autre tentative de manipulation, un autre voyage de culpabilité, une autre exigence, déguisée en demande. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, a-t-il commencé, levant les mains dans un geste qui semblait demander un effort considérable. Je ne suis pas ici parce que maman et papa m'ont envoyé. Ils ne savent pas que je t'ai trouvé. Je ne vais pas leur dire où tu es, ni quel nom tu utilises, ni quoi que ce soit d'autre. Ce n'est pas pour ça que je suis venu. Je suis resté là, mes clés à la main. La porte de l'appartement à 10 pieds de là, facilement contournable si je le choisissais. Alors pourquoi es-tu venu? Parce que j'avais besoin de te parler. De frère à frère. Pas par des lettres ou des appels téléphoniques ou des publications sur les réseaux sociaux. Face à face. J'ai envisagé de simplement passer à côté de lui, de lui dire de partir. J'ai envisagé beaucoup de choses en ces quelques secondes, mais quelque chose m'a fait m'arrêter. Peut-être la curiosité. Peut-être quelque chose de plus profond. Peut-être que je voulais juste entendre ce qu'il avait à dire après tout ça. 5 minutes, j'ai dit. Parle. Il a pris une profonde inspiration. Je sais que ce qu'ils ont fait était mal, de t'inscrire sans te demander. Je leur ai dit de ne pas le faire de cette façon, mais ils n'ont pas écouté. Il a fait une pause. Je suis en train de mourir. C'est la réalité. Je suis sur la liste de transplantation depuis 2 ans. Je ne suis pas ici pour te culpabiliser. Je voulais juste te regarder dans les yeux et te dire que je suis désolé pour tout. Pour la façon dont ils t'ont traité toute notre vie. Je l'ai vu. Tu méritais mieux et je suis désolé de ne pas l'avoir dit plus tôt. Il s'est levé lentement, grimaçant. Si tu n'es pas prêt à te faire tester, je comprends. C'est ton corps et ton choix. Il a commencé à marcher vers une voiture garée au bord du trottoir. Je l'ai regardé partir. Bryce, ai-je appelé. Il s'est retourné. J'y réfléchirai. Il a hoché la tête et est parti. J'y ai réfléchi pendant des semaines. Puis j'ai pris une décision. Je suis allé dans un centre de transplantation à Austin, complètement indépendant de mes parents, et j'ai fait le bilan complet. Je me suis dit qu'il ne servait à rien de m'angoisser sur le fait de donner ou non si je n'étais même pas compatible. Les résultats sont revenus 2 semaines plus tard. Je ne suis pas compatible. Problème de compatibilité tissulaire. Même si je voulais donner à Bryce, je ne pouvais pas. J'ai annoncé la nouvelle à Bryce par appel vidéo. Il l'a mieux pris que prévu. Honnêtement, je suis soulagé, a-t-il dit. Pas parce que je n'ai pas besoin d'un rein, mais parce que maintenant il n'y a plus de pression. Nous pouvons juste être des frères. Puis Bryce l'a dit à nos parents. Pas où je suis, ni mon nouveau nom, juste qu'il m'avait trouvé. On a parlé et je ne suis pas compatible. Selon Bryce, maman a pété les plombs. Elle a commencé à crier que j'avais dû saboter le test, que j'essayais de tuer son petit garçon exprès.
papa est resté assis en silence. Mais voici le clou du spectacle. Après que maman se soit calmée, elle a demandé à Bryce si je serais prêt à au moins donner de l'argent pour ses frais médicaux, puisque je ne donnais pas de rein. Bryce lui a dit non en mon nom. Maman s'est mise à pleurer et a dit qu'elle ne comprenait pas où elle avait bien pu se tromper. 2 semaines plus tard, Bryce a appelé avec des nouvelles. Il avait été remonté sur la liste de transplantation. Un rein compatible d'un donneur décédé était devenu disponible. Le donneur était un jeune homme de 24 ans, tué dans un accident de moto à 3 états de là. Une triste histoire, mais sa famille avait décidé de donner ses organes. Bryce était compatible avec le rein. L'opération était prévue pour le mardi matin, dans 6 jours. Je suis resté avec cette information pendant un moment, réfléchissant à si je devais faire quelque chose, si je pouvais même faire quelque chose. C'était ce que Bryce attendait. Une chance d'avoir une vie normale, une chance d'arrêter d'aller à la dialyse 3 fois par semaine, une chance de manger ce qu'il voulait et de boire ce qu'il voulait, et de ne pas avoir à tout planifier autour des rendez-vous médicaux. Et j'ai réalisé que je voulais être là. Pas pour mes parents, pas par obligation. Pour Bryce. Parce que malgré tout, malgré toutes les années passées dans son ombre, il avait fait quelque chose que personne d'autre dans notre famille n'avait jamais fait. Il m'avait vu. Il s'était excusé. Il m'avait traité comme une personne. J'ai réservé un vol. Je n'ai pas dit à mes parents que je venais. Bryce et moi nous sommes coordonnés avec soin. J'arriverai le lundi soir, je logerai dans un hôtel près de l'hôpital, et il s'assurerait que nos parents ne seraient pas là pendant les heures où je prévoyais de visiter. C'était ridicule de devoir se faufiler pour voir mon propre frère, mais c'est à ça qu'en était arrivée notre famille. Le vol a atterri à 21h. J'ai loué une voiture et je suis allé à l'hôtel, m'enregistrant sous mon nouveau nom, au cas où. Bryce m'a envoyé un texto pour me dire qu'il était déjà admis, en train de faire des examens préopératoires, et que nos parents étaient rentrés chez eux pour la nuit. Je me suis couché tôt, sachant que la journée du lendemain serait longue. Mardi matin, je suis arrivé à l'hôpital à 6h. Bryce était déjà en préo. Ils m'ont laissé le voir quelques minutes avant de l'emmener au bloc. Il était branché à des perfusions, portait une de ses blouses d'hôpital fragile, l'air nerveux mais aussi étrangement paisible. « Merci d'être venu », a-t-il dit. « Ça compte beaucoup. » « Ne meurs pas sur la table », j'ai dit. « Je n'ai pas fait tout ce chemin pour un enterrement. » Il a ri. Pas de promesse. Ils l'ont emmené à 7h. Je suis allé à la salle d'attente chirurgicale, un espace beige avec des chaises inconfortables et une télé diffusant les informations du matin en mode muet. J'étais le seul là-bas pendant la première heure. Puis d'autres familles ont commencé à arriver, attendant leurs propres proches, leurs propres opérations, leurs propres résultats. L'opération devait durer de 4 à 6 heures. Je suis resté assis là tout le temps, le téléphone à la main, vérifiant les mises à jour. L'hôpital avait un système où ils envoyaient des rapports de statut par SMS. Patient au bloc. Opération en cours. Aucune complication. Le chirurgien referme. Chaque SMS faisait un peu plus retomber mes épaules. La tension que je ne savais pas que je retenais commençait à se relâcher. Vers 13h, la chirurgienne est sortie, une petite femme aux cheveux gris et aux yeux fatigués, encore en tenue de bloc. Elle m'a trouvé dans la salle d'attente, s'est présentée et a dit que l'opération s'était bien passée. Le rein était en place, fonctionnait déjà, produisait déjà de l'urine. Bryce était en salle de réveil, toujours sous anesthésie, mais stable. Je l'ai remercié probablement 4 fois. Elle a souri comme si elle y était habituée. Ils ont déplacé Bryce dans une chambre normale vers 15h. Je suis allé le voir. Il avait l'air en piteux état, évidemment, tout juste sorti d'une opération majeure, pas les groggy, des tubes et des fils partout, mais il était vivant. Ses yeux se sont ouverts quand je suis entré. Et, a-t-il dit, la voix rauque et faible. Et toi-même. Nouveau rein, c'est qui? Il a essayé de rire et l'a immédiatement regretté. Ne me fais pas rire. Tout me fait mal. C'est ce qui arrive quand tu te laisses ouvrir. J'ai tiré une chaise à côté de son lit et je me suis assis. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Il s'endormait et se réveillait. J'ai fait défiler mon téléphone, répondu à des emails de travail, fait savoir à Jenna que tout s'était bien passé. Quelques infirmières sont venues vérifier ses constantes, ajuster sa perfusion,
regardait le site chirurgical. Chacune m'a fait un petit signe de tête comme si elle comprenait pourquoi j'étais là. Vers 18 heures, Bryce s'est réveillé plus complètement. Il était capable de parler en phrases complètes. La première chose qu'il a dite a été « Tu es resté tout le temps. Où d'autre serais-je allé? Je ne connais personne dans cette ville. Tu aurais pu partir. Personne ne t'en aurait voulu. Eh bien, je suis là. » Il m'a regardé un long moment. « Merci », a-t-il dit. « Vraiment. » Je suis resté à l'hôpital jusqu'à 21 heures. Puis je suis retourné à mon hôtel. Je suis revenu tôt le lendemain matin et j'ai répété le processus. Je me suis assis avec Bryce. J'ai parlé quand il était réveillé. J'ai travaillé sur mon ordinateur portable quand il ne l'était pas. Je me suis assuré de vérifier le parking avant de partir chaque soir, cherchant la voiture de mes parents, prêt à partir par une sortie différente si je la voyais. Je suis resté en ville pendant 3 jours au total, visitant Bryce pendant les heures où je savais que nos parents ne seraient pas là. Ils connaissaient leur emploi du temps par cœur. Maman venait le matin, papa l'après-midi, les deux ensemble le soir. Je comblais les vides. Nous avons plus parlé en ces 3 jours qu'au cours des 10 années précédentes combinées. De vraies conversations, pas des banalités. Il m'a dit des choses que je n'avais jamais sues, comme le fait qu'il s'était toujours senti coupable de la façon dont nos parents me traitaient. Comment il avait essayé de leur en parler une fois quand il avait 16 ans. Comment il l'avait immédiatement fait taire. Lui avait dit qu'il imaginait des choses. Lui avait dit qu'il nous aimait tous les deux également et qu'il devait arrêter de semer la zizanie. Je les ai crus, a-t-il dit. Je voulais les croire. C'était plus facile que d'admettre que mes parents étaient capables de ce genre de favoritisme. Alors j'ai juste suivi le mouvement. Et je suis désolé. Tu étais un gamin, j'ai dit. Nous étions tous les deux des gamins. Oui, mais j'aurais pu dire quelque chose plus tard, quand nous étions adultes. Je ne l'ai pas fait. Tu dis quelque chose maintenant. Le dernier jour, je quittais l'hôpital vers 20 heures, me dirigeant vers le parking, quand je suis tombé sur ma mère. Elle s'est figée. Puis son visage s'est décomposé et elle s'est avancée vers moi, les bras ouverts. Mon bébé, tu es revenu. J'ai levé la main. Arrête. Elle s'est arrêtée. Je suis venu pour Bryce, pas pour toi. Bryce s'est excusé. Toi, non. Je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal, a-t-elle commencé. J'essayais juste de sauver ton frère. Tu m'as inscrit pour une opération sans mon consentement. Tu as passé 28 ans à me traiter comme si j'étais invisible. Tu ne t'es toujours pas excusé. Cette conversation est terminée. Je suis passé devant elle pour rejoindre ma voiture de location. Elle a crié derrière moi, en pleurant, me demandant d'attendre. Je suis monté et je suis parti. C'était il y a 3 semaines. Je suis de retour à Austin. Jenna est venue me chercher à l'aéroport. Nous avons mangé des tacos sur le chemin du retour. La vie est normale. La vie est belle. Bryce se remet bien. Nous nous envoyons des SMS régulièrement. Il m'a envoyé une photo de lui marchant dans les couloirs de l'hôpital avec sa potence à perfusion. Légende, nouveau rein, c'est qui? J'ai répondu avec un pouce levé. Mes parents ont essayé de me contacter depuis le parking. Maman a envoyé une autre lettre à mon bureau. Plus courte cette fois, une page. Toujours pas de véritables excuses. Papa a essayé d'appeler le téléphone de Bryce pendant que j'étais là, espérant que je répondrais. Je ne l'ai pas fait.